ministre et pour 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, cher Jean-Marie, madame la vice-présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, comme cela a déjà été souligné, il est très rare, moi je dirais presque étrange, que la commission invite le Sénat à adopter sans modification un texte en nouvelle lecture, donc après un échec de la commission mixte paritaire. J'ai eu l'occasion de dire en commission combien un accord dès la CMP aurait été sans doute préférable. Néanmoins, malgré ces péripéties, parce qu'on peut dire que ça a duré dans le temps, l'essentiel est bien de voir quel cadre organique nous est proposé pour l'examen des futures lois de financement de la sécurité sociale. Nous le savons, à l'inverse de quelques réformes passées, comme la LOLF en 2001, les deux assemblées ne partageaient pas au départ le même niveau d'ambition quant au renforcement des pouvoirs de décision et de contrôle du Parlement en matière de finances sociales. Dès lors, presque par définition, le compromis qui nous est proposé se situe à mi-chemin de ces deux ambitions. Alors bien sûr, il y a le verre à moitié vide. Nous n'étendrons donc pas cette fois-ci la compétence des lois de financement de la sécurité sociale à l'assurance chômage. Nous n'instaurerons pas davantage de règles d'or pour imposer un retour à l'équilibre des comptes sociaux après la crise actuelle. Mais la réalité, notamment financière, étant têtue, il y a fort à parier que ces sujets reviendront sur le devant de la scène d'ici quelques années. À ce moment-là, la position aujourd'hui défendue par le seul Sénat sera probablement, je devrais dire de la majorité sénatoriale, chers collègues qui sont intervenus avant moi, sera probablement mieux partagée, peut-être avec vous qu'aujourd'hui, par les autres pouvoirs publics. En tant que rapporteur général, et je pense exprimer la pensée de l'ensemble des rapporteurs du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je suis également déçue par l'absence de ce que nous avions appelé les programmes d'efficience des politiques de sécurité sociale, soit l'équivalent des bleus budgétaires pour les différentes branches. Notre rapporteur avait proposé en fin de processus une position de compromis consistant en la justification dans l'étude d'impact de la loi de financement de la sécurité sociale du montant demandé pour chaque objectif de dépense, ce qui semble, à mon avis, la moindre des choses. Mais même cela lui a été refusé du fait de la forte opposition du gouvernement, monsieur le ministre. Alors de tels refus sont à la fois troublants et inquiétants. Traduisent-ils l'incapacité de l'administration et des organismes à produire de telles justifications ? Le Parlement devra-t-il se prononcer à l'aveugle, avec même une information appauvrie par rapport à celle des actuels PLFSS ? Et quel sera le sens des futures lois d'approbation des comptes de la sécurité sociale si on ne peut pas comparer dans le détail les résultats obtenus à des prévisions et des hypothèses initiales ? Néanmoins, malgré ces manques réels, je préfère retenir le verre à moitié plein, résultat d'un dialogue sans doute tardif et sans doute le résultat de la ténacité de notre rapporteur Jean-Marie Vanlerenberghe. Ces apports enrichissent indéniablement le texte dont nous avions été saisis en première lecture. Afin de ne pas déborder de mon temps de parole, je concentrerai mon propos sur la reprise des clauses de retour au Parlement. Comme l'a souligné notre rapporteur, le Parlement a été délibérément ignoré par le Gouvernement en 2020 et en 2021, alors même que toutes les hypothèses sur lesquelles avait été construit l'équilibre financier de la sécurité sociale avaient été remises en cause. Tout s'est passé comme si notre vote en loi de financement de la sécurité sociale n'avait aucune portée. Un tel état de fait n'est pas acceptable. S'agissant d'argent public, dont une part importante d'impôts, je le rappelle, ces pratiques s'opposent de manière assez frontale au grand principe de 1789, et oui, je remonte à la Révolution, selon lequel tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi. À l'avenir, et c'est donc un minimum, le Gouvernement devra s'expliquer devant les commissions des affaires sociales des deux assemblées
et demander leur avis avant de relever le plafond d'endettement à court terme de l'Urssaf, Caisse nationale, ou bien en cas de remise en cause de l'équilibre financier de la sécurité sociale déterminé par la loi de financement de la sécurité sociale. De plus, nous serons informés sans délai en cas d'augmentation de plus de 10 % de la dotation, ce qui est là aussi le minimum, mais un vrai progrès par rapport à l'absence totale de communication au Parlement sur le niveau envisagé pour ces dotations au moment du vote de la loi de financement de la sécurité sociale aujourd'hui. Bien sûr, je ne souhaite pas que nous fassions un usage intensif de ces outils de crise à l'avenir. Mais, mes chers collègues, sachons-nous nous en emparer et les faire vivre lorsque les circonstances l'exigeront. J'espère surtout que les gouvernements futurs auront alors la sagesse de déposer et de défendre devant le Parlement des projets de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, comme ils en ont toujours eu le droit, et ajouterai-je, le devoir moral. En conclusion, avec les sénateurs de mon groupe, je soutiendrai la position du rapporteur, c'est-à-dire l'adoption sans modification de ces 2 propositions de loi, enrichies d'apports significatifs de notre Assemblée. Les droits du Parlement sont une conquête qu'il faut parfois savoir réaliser par étapes. Savourons avec délectation ce que nous avons pu négocier. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Bernard Fialaire pour le groupe du Rassemblement démocratique